Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invitée, c'est Isabelle Fontaine. Elle a d'abord commencé son parcours comme enseignante à l'Université de l'UQAM et elle est devenue une des premières conférencières à s'être frayé un chemin parmi les plus grands. Ses sujets de prédilection sont l'intelligence émotionnelle, les neurosciences et la psychologie de la performance. Je vous dis, elle a fait plus de 2500 représentations et elle est la conférencière de référence dans plusieurs pays, que ce soit en français, en anglais et bientôt en espagnol. Vous imaginez donc mon émerveillement, mon enthousiasme de m'être retrouvée sur la même scène qu'elle au Casino de Montréal. Elle a écrit aussi 2 livres. Le premier, c'est Empower et le deuxième, c'est Courage. Et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'accueillir dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans mon studio d'enregistrement, le Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Isabelle Fontaine. Bienvenue! Allô! Je suis tellement contente et reconnaissante de te recevoir. Là, moi, dans ma liste des personnes que je voulais inviter, toi, tu étais dans mon top 3. Oh, mon Dieu, merci! Je me disais... En fait, ça faisait longtemps que j'entendais parler de toi. La première personne qui m'a parlé de toi, c'est Martin Latulippe. Martin Latulippe, c'est mon mentor. OK. Et toi, je trouve que tu es une pionnière dans le domaine des conférenciers. Tu as défraîchi le chemin pour les femmes qui aspirent à être conférencières. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et c'est vrai que ça fait longtemps, les deux! Mais pour vrai, tu t'es rapidement retrouvée dans un milieu qui était très, très masculin et tu as fait ta place de façon magistrale. Moi, je suis très reconnaissante de comment les choses se sont passées, mais il y a eu beaucoup d'hasards nécessaires qui se sont mis en place pour que ces choses-là arrivent, mais j'avais tellement la passion pour les choses que je présente que ça s'est comme tout fait tout seul. La vie fait bien les choses. Ouais. Habituellement, je commence mes podcasts en faisant un zoom-in sur l'enfance de mon invité. Fait que j'aimerais ça qu'on retourne quand tu étais en 3e, 4e année. Est-ce que Isabelle Fontaine, elle avait beaucoup d'amis ou est-ce qu'elle était plutôt réservée, timide? Pas mal d'amis. Beaucoup d'amis? Pas mal d'amis, oui. Ça faisait partie d'une petite gang assez vivante, là. Donc, c'est toi qui faisais la communauté ou créais ta communauté ou comment tu... C'est drôle parce que je viens d'Asbestos, qui maintenant s'appelle Val-des-Sources, mais j'ai une gang d'amis qu'on s'appelle encore à ce jour, à 51 ans. Oh my God! Les filles de la mine. Fait qu'on était une petite gang assez tissée serrée puis qu'on a continué de garder ces liens-là depuis. Mais j'ai tout le temps été pas mal extravertie, puis j'aime le monde, puis j'aime jaser. Fait que ça, à 3e, 4e année, là, la vie sociale était bien remplie. Est-ce que tu as déjà été timide ou c'est quelque chose que vraiment la timidité, c'est pas quelque chose qui t'a... J'ai des moments timides encore, mais de façon générale, ma curiosité des gens, mon intérêt profond envers les gens fait en sorte que ça dépasse vite la timidité. Je pense pas que je suis une grande timide. Quand on change le focus de sur nous, on veut porter l'attention sur l'autre et donc on oublie qu'on est timide. Exactement. C'était mon truc pour les introvertis. Tu sais, quand je leur disais, intéresse-toi, là, ouais, mais là, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, change ton attention de place. Être trop sur toi puis qu'est-ce que tu as l'air. On s'en fout de toi puis qu'est-ce que tu as l'air. Dans une relation, 100% de ton focus doit être sur l'autre, imaginer qu'est-ce qu'il vit. Sur le message que tu veux lui partager ou ce sur quoi avec il va le repartir. Ouais. Quand je faisais mon bootcamp sur le courage, j'ai demandé aux participants s'ils avaient envie qu'on fasse un bungee relationnel. Un bungee relationnel? Un bungee, tu sais, genre, tu fais quelque chose qui fait lever le cœur, puis je les faisais se déposer dans le regard d'un autre pendant à peu près 1 minute, 1 minute et demie. Je leur faisais changer de regard, à peu près 7 différents regards. Ça, c'était un bungee relationnel parce que là, les gens étaient mal à l'aise, ne savaient pas quoi dire. Là, ils voulaient partir à rire. La nervosité les rendait un peu comme hilarants. Là. Puis là, je disais, combattez pas le fou rire. Riez si vous avez à rire, mais revenez tranquillement. Puis je disais, portez votre attention sur l'autre personne. Dans son regard, essayez d'imaginer c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses intentions de vie. Qu'est-ce qui l'habite? C'est quoi les histoires derrière ses yeux, de sorte que tu changes ton attention de « Oh, c'est weird, on parle pas, on peut pas faire de face ni rien. » On a juste une présence. Ça les surprenait. Mais dès que je dirigeais leur attention sur qu'est-ce qui habite cette personne-là devant toi, on dirait qu'ils se détendaient.
et ça permettait la connexion. Fait que, tu sais, c'est le fun, parler en public, la communication, l'influence. Tu sais, ça reste que c'est comme un échange. C'est un échange d'énergie. Oui. C'est une transmission. Cet exercice-là que tu mentionnes, Ouais. ça devait laisser paraître aussi la vulnérabilité, ça devait laisser comme une porte d'entrée à ces gens-là. C'était touchant parce que je faisais ça à l'époque à l'université avec mes étudiants qui travaillaient tu sais, ils étaient appelés à devenir des consultants en gestion de conflits ou faire du travail social ou des trucs comme ça. Puis eux comprenaient la nature de l'exercice. Mais 700 personnes au bootcamp qui arrivent, il y avait des gens qui étaient des dentistes, des gens en vente, des gestionnaires. Eux autres, ils arrivaient, puis c'était comme la première fois qu'ils étaient exposés à se déposer puis sentir un peu l'âme de l'autre. Fait que c'était un petit peu troublant. Ça rendait, comme tu le dis... Déstabilisant un peu. Déstabilisant. Et ça rendait vulnérable beaucoup, parce que ce qu'ils pouvaient réaliser, c'est que quand ils changeaient de paire de yeux, là, certaines personnes les touchaient tellement qu'ils avaient comme envie de pleurer. D'autres personnes, rien. Puis après ça, je disais, gardez le silence, là, on va s'asseoir en silence, puis on va essayer d'absorber le choc. Puis là, les gens disaient, comment ça, je suis devenue émue. Ah. Puis, mais ça, ce que j'aime faire quand j'ai des groupes, c'est de fournir des petites occasions d'expérience qui sortent. Non seulement des sentiers battus, mais des choses que tous les humains vivent vraiment, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre ça. Quand ça arrive, ils pensent que c'est le hasard. Mais la rencontre humaine, ça peut être prédisposé pour que le courant passe. En tout cas, un exercice comme ça, c'est sûr que ça laisse personne indifférent. Là. Les gens doivent partir et en parler encore et encore. Là. Oui, puis mon assistante Stéphanie, là, oui. Elle était montée sur une chaise en train de filmer de haut. C'était quasiment un moment sacré. Là. Il y avait une petite musique tendre qui jouait, là, parce qu'il y a tout le temps de la petite musique qui joue avec moi. Mais c'était le moment, quasiment le moment spirituel du bootcamp qui durait 12 heures. Non, j'ai pas de difficulté à te croire, là. Ça devait être magique. Plein de tendresse. Si je reviens encore à quand tu étais petite, quand les professeurs t'annonçaient qu'il y avait un exposé oral, toi, tu réagissais comment? Est-ce que c'était quelque chose qui... Ça allait pas bien, là, à l'époque. Oh. Non, parce que je pense que moi, c'est en vieillissant que ça s'est mis à mieux aller. Parce que quand j'étais plus jeune, comme bien des jeunes, j'étais trop consciente de moi. Qu'est-ce que j'ai l'air? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis quand j'ai commencé conférencière, j'avais déjà vieilli un peu puis acquis un peu plus de maturité. Fait que j'avais appris à changer mon attention de place un peu plus, là. Mais quand j'étais jeune, j'étais nerveuse de ça. Oh, que je voulais être bonne. C'est-tu terrible, vouloir être bonne? Meilleure manière. Parfaite, bonne, percutante. Quelle manière de parasiter la communication, pareil, tu sais. Ça fait pas tellement super longtemps que je réalise ça avec autant de... Mais c'est drôle parce que t'es pas la seule conférencière ou conférencier qui dit qu'il détestait les exposés oraux, oui, hein? Puis que finalement, ils ont comme métier conférencier ou conférencière. Mais puis il y a plein d'introvertis qui sont conférenciers, hein? Et des gens très, très timides. C'est fou comment l'opposé fait en sorte qu'on a tellement une timidité qu'on veut aller sur scène puis partager quand même le message parce que justement, on change le focus de sur qui, sur quoi. Fait que t'en as des introvertis un peu plus timides qui viennent ici. Oui, vraiment. Dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, je sais que tu fais beaucoup de conférences en entrepreneuriat. Je sais que les gens te savent. Dans les organisations. J'ai beaucoup le réseau de la santé, beaucoup le réseau de l'éducation aussi. Pas juste le côté corporatif, là, mais essentiellement dans les organisations, ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Isabelle Fontaine, comment tu te décris? Oh, ben, j'offre des présentations dans les entreprises sur la psychologie de la performance, sur la psychologie de l'influence. Puis j'ai analysé pendant à peu près 5, 6, 7 ans le courage. Qu'est-ce qui permet d'activer le courage? Fait que, tu sais, tout sur la biochimie du courage. Comment, tu sais, c'est paradoxal parce que tu as besoin de courage quand t'en manques. C'est quand même cocasse, tu sais. Comment l'activer? Comment aller chercher la lionne qui veut rugir ou le lion qui rugit en nous? Il y a des manières d'activer ça. Fait que là, j'ai été bien fascinée par ces choses-là. Puis dernièrement, dans les entreprises, j'adore quand ils m'invitent pour parler de courage managérial ou comment être un leader inspiré puis inspirant, mais qui est crédible. Tu as aussi écrit un livre sur le courage. Est-ce que tu as écrit ton livre avant ta conférence ou pendant tes conférences? Ou raconte-moi l'idée du livre, comment c'est venu? Ça, je me suis jetée à l'eau. Je me suis, à un moment donné, je me suis commise que j'étais pour écrire un livre sur le courage parce que partout où j'allais, quand il y avait un problème qui m'était identifié, là, c'était pas vraiment compliqué. Il y avait quelqu'un
qui n'osait pas prendre la décision impopulaire. Oui. Il y avait quelqu'un qui n'osait pas avoir la conversation courageuse. C'était tout le temps une attente au bon moment, au bon moment. Fait que partout, dans tous les secteurs, dans tous les genres de problèmes, il y avait quelqu'un qui avait manqué de courage en quelque part. Fait que je me disais, je vais m'intéresser à ça plus. Puis j'avais annoncé une sortie de livre là-dessus. Et là, j'ai été obligée de l'écrire. Puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais roder ce qui fonctionne en conférence. Fait que j'ai créé le bootcamp, 12 heures, ceux qui veulent venir vivre l'activation de ça. Puis là, j'ai vu ce qui fonctionnait beaucoup, ce qui fonctionnait moins. Puis les deux se sont fait un petit peu ensemble, le début du bootcamp puis l'écriture du livre. Tu as aussi été enseignante. Est-ce que je me trompe quand je dis J'ai ça? enseigné à l'UQAM. À l'UQAM. J'ai enseigné à l'École polytechnique. Puis j'ai participé à un cours en médiation à l'Université de Sherbrooke. Mais mes principaux cours d'attache étaient à l'UQAM. Puis à l'École polytechnique, à l'époque, ça s'appelait Habileté personnelle et relationnelle. Oh my God! Moi, j'ai eu le privilège d'être à ton événement et je veux dire que tu as su garder ton audience en haleine tout le long. Moi, là, tu es une des conférencières qui m'a tenue pendant 8 heures. Habituellement, quand je vais écouter des conférenciers et conférencières qui ont des journées complètes, ils ont des invités. Ah, Toi, là, tu as tenu la barre du matin jusqu'au soir. Puis en plus, tu nous parles de ton bootcamp où tu fais 12 heures. Mais j'ai arrêté de le faire en 2019. Mais honnêtement, là, je suis inspirée. Je trouve ça incroyablement admirable que tu saches tenir ton audience, ton public en haleine comme ça. Moi, j'ai été intéressée, inspirée tout le long. Et je trouve que... Il n'y a pas eu de temps mort? Non, tu as vraiment cette qualité. Je ne sais pas si on te l'a dit, là, mais tu as vraiment cette qualité de maintenir ton audience tout le long. Bien, c'est dans ma pédagogie, ça. Il y a comme une stratégie derrière le niveau d'engagement, l'investissement que je vais chercher chez vous, parce que tu as vu que l'après-midi, il y a des petites activités physiologiques. Oui. Le matin, moins. Tout le monde arrive en forme. S'ils vont luncher puis ils prennent des pains de patates, c'est fini. Là, l'après-midi doit être balancé pour tu nous as avisé. Oui. Mangez pas pain, pâte, patate. Oui. Pas un gâteau fromage d'une livre et demie. Non, non, non. Pas d'alcool. On revient cet après-midi, les neurones fonctionnels. Ceci dit, l'après-midi, il y a plus d'engagement physiologique. Puis il y a tout un petit moment donné où je veux que les gens testent ce dont on parle. Pour moi, c'est important de ne pas m'adresser juste au cortex. Oui. Pour moi, il faut que ça descende dans ce que nous, on appelle le système limbique, où il y a un ressenti viscéral. Parce que ce qui a été ressenti, on s'en souvient. Ce qu'on a trouvé que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. À moins que tu l'aies écrit et tu la relis souvent, elle rentre, elle sort. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Oui, vraiment. Je suis une personne qui écrit beaucoup et j'en ai écouté beaucoup des conférences. J'ai écouté des conférenciers en anglais, en français. Et vraiment, tu as une touche qui est différente, qui est spéciale. Merci. Puis je tenais à te le dire aussi. Merci, Cathy. Dans ton parcours de vie, la conférence, elle arrive comment? Parce que dans ton chemin de vie, est-ce que tu t'attendais à être conférencière ou ça arrive comment? Concours de circonstances. Ça compte? Moi, je savais même pas que ça existait. Conférencier, à l'époque, on parle, dans mon cas, 2007, la première conférence. Puis, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai fait une maîtrise en communication organisationnelle. J'ai analysé beaucoup les dynamiques de groupe, comment modifier des cultures d'entreprise, amener des gens dans des mindsets de possibilités. Fait que j'étudiais ça dans les groupes. Puis, à un moment donné, il y a un chasseur de tête qui m'a interviewé pour m'envoyer vers ses clients. Puis, je m'étais dit, est-ce que j'ai dit les vraies affaires à elle ou si je veux un gros pitch de vente pour qu'elle me présente à tous ses clients, puis j'aurai le choix de choisir, tu sais. Puis là, j'ai dit non, je vais y aller pour les vraies affaires. Fait que là, j'ai tout dit. J'ai dit, moi, là, je veux pas faire de feuilles de temps, je veux pas faire de détails. Mettez-moi avec des gens en contact au moins 90 % de ma journée. Puis là, elle dit, bien, viens travailler avec moi. Si jamais tu vois un emploi qui t'intéresse, ben, elle dit, tu iras, puis je ferai une cote sur toi. Fait qu'elle m'a laissé le terrain de jeu pour aller jouer avec eux autres. J'ai eu bien du fun parce que j'ai vu beaucoup les enjeux de la part de l'organisation, l'employeur. Les enjeux de la part des candidats que je rencontrais, ça m'a donné une masse d'informations que j'ai ensuite pu récupérer dans toutes mes conférences. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais fait le tour assez rapidement. Puis je restais parce que j'aimais les gens, le salaire était bon. Puis à un moment donné, il y a une secrétaire du département de communication de l'UQAM qui m'a appelée puis dit « Madame Fontaine, l'acceptez-vous, la charge de cours? » J'étais « Quelle charge de cours? » Bien, il y a une enseignante à moi avec qui j'avais gardé un bon lien d'amitié, qui m'avait fait entrer à l'UQAM, puis qu'elle avait oublié de me le dire avant d'aller visiter son fils qui vivait en Australie. Elle avait oublié de le dire. Détail. Mais j'ai été embauchée sous la base de sa crédibilité à elle, sans même que j'aie d'entrevue ni rien.
Puis, quand ça l'a appelé, moi, j'étais en fin de congé de maternité, puis je m'apprêtais à retourner en recrutement qui n'était pas fait pour moi. Là. Je l'ai su du début jusqu'à la fin, mais c'était facile puis c'était payant. Fait que moi, j'étais installée dans une belle petite prison dorée. J'aimais les gens. Puis là, j'avais les 2 bébés. Qu'est-ce qui est confortable. Puis là, ce qui s'était passé, c'est que quand ça l'a appelé, moi, je m'en allais retourner travailler là. Puis je savais que c'était pas pour moi. On le sait quand c'est pas... On est à côté de notre plaque. Parce que moi, j'identifie beaucoup que notre vie, là, on a comme un geyser naturel, là. Le geyser, là, si tu t'alignes dessus, là, t'es propulsé toute seule sans rien faire. Bien, sans rien faire. Ça se fait sans effort. Il y a Avec un flow, aisance, c'est ça. Il y a une énergie. Donc là, moi, je me retrouve à retourner travailler, puis je sais, j'étais 2 mètres à côté de mon flow, là. Il n'y en a pas de geyser à nulle part. Il y a un salaire, puis c'est alimentaire, puis moi, je suis bien, bien passionnée. Fait que quand moi, je n'ai pas ma passion d'alimenter, c'est quasiment invivable. Il faut que j'aime ce que je fais. Si j'aime pas ça, c'est difficile. C'est intense. Ça peut pas juste être « Ah, j'aime pas trop ça. » Moi, c'est comme c'est grave, là. Toujours est-il que quand ça a appelé puis ça a dit « L'acceptez-vous, la charge de cours? » En dedans, ça a fait « C'est chaud, ça brûle. » J'ai dit « Oui. » Puis après, j'ai organisé ça. Puis finalement, l'employeur où j'étais voulait pas que je parte une demi-journée un mercredi matin pour enseigner. Fait que j'ai balancé la job pour un cours à l'université qui requérait de ma semaine 3 heures par semaine. Puis là, en plus, bien entendu, en termes de salaire, il y a eu comme un genre de drop de 95 000 $. Fait qu'à un moment donné, moi, je donnais mon cours, là, j'avais 6 jours et demi pour préparer un cours de 3 heures. Oh my God. Tous mes concepts étaient illustrés par une image, une musique, un bout de film pour leur faire ressentir. C'est tout le temps, moi, l'expérientiel, c'est la base de mon approche. Oui. Il faut qu'il y ait une expérience, Toujours est-il que Mané, ça appelle chez nous. Ça dit « Madame Fontaine, donnez-vous ça des conférences dans des cas de séminaire des ventes. » Puis moi, je me cherchais de l'ouvrage, là, parce que j'étais, moi, 95 000 $ under, là. Fait que moi, je savais même pas c'est quoi, séminaire des ventes conférencières. Ça, c'était en 2007. Ça faisait 1 an que j'enseignais à l'université. Là, j'ai dit absolument que je fais ça. L'instinct de survie, absolument que je fais ça. Là, après, est arrivée la constatation de c'est quoi un conférencier dans des cas comme ça. Là, l'anxiété de performance, elle a embarqué, mais elle m'a fait produire. Puis j'ai pris les bouts qui faisaient le plus triper mes étudiants à l'université. J'ai mis ça dans 90 minutes. Puis ma première conférence, elle a été faite à un groupe des ventes de TVA dans les Laurentides en 2007. Puis quand je suis arrivée là, tu sais, ils disent « Lance quelqu'un dans l'eau. Si c'est pour lui, il va apprendre à nager. » Bien, je me suis sentie que j'étais née pour faire ça. Tu sais, comme ils disent en anglais « I was born to do that. » Ah oui, tellement, là. Ça s'est fait quasiment tout seul. Mais j'étais nerveuse, là. Je tremblais par en dedans. Il fallait que j'aille jogger dans la montagne pour chasser mon stress et avoir le high du jogger, tu sais. Mais quand ça s'est fait, là, il y a comme... j'étais comme en ébullition en dedans. La journée du 23, je pense que je vous avais parlé d'un coach que j'ai eu qui était à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il disait, tu sais, Isabelle, ton âme joue avec toi le même jeu. Tu sais, je pense à tes auditeurs, là. Tu sais, des fois, on cherche à trouver notre alignement, là. Et où ma ligne? Où le geyser naturel? Oui. Lui, il me disait, ton âme joue avec toi le même jeu qu'on va jouer avec un enfant quand on cache un objet dans la pièce puis on lui dit, ah non, tu refroidis. Tu gèles, tu refroidis. Oh, tu réchauffes, ça brûle, ça brûle. Puis là, l'enfant s'approche. Oui. Mais notre âme, des fois, là, elle dit, oh boy, c'est froid, ça gèle. Mais des fois, on reste là parce qu'il y a un fonds de pension, il y a une permanence, oui, voilà. Puis il y a des obligations. Puis moi, je suis la première à dire, tu sais, fais-toi un plan A, un plan B, un plan C, puis avant de lancer tes billes complètement, assure-toi que tu as un plan de survie en arrière. Là. Tu sais, il y en a qui sautent, c'est plus du courage, c'est de la témérité, puis oui. Ça met tout le monde en situation précaire. On veut pas ça, là. Mais moi, quand ça a appelé, puis ça a dit, donnez-vous ça, des conférences dans un cas de séminaire des ventes, je sais même pas c'est quoi. En dedans, là, c'était, oh, c'est chaud, ça brûle. Fait que j'ai dit oui. Puis là, après ça, ça a parti. Et là, drôle de hasard, je m'étais retrouvée à jogger à l'époque dans la montagne à côté du président de TVA de l'époque. Oh my God! On a jasé des choses, puis il savait pas que j'étais la conférencière. Moi, je savais même pas que c'était le président de chez TVA. Puis ça a fait en sorte qu'après, il avait bien aimé le concept de la musique comme pharmacie pour modifier la biochimie, puis le high jogger, comment ton corps est une pharmacie, puis ton corps produit les neurotransmetteurs pour la performance, ou le courage, ou la joie, ou ces temps-ci, la bienveillance, tu sais, oui. Ramener de l'amour dans le cœur des gens. Individualiste. Donc, il avait aimé ce que tu avais partagé aussi. Oui, puis il est allé voir ceux qui ont pris la chance sur moi parce qu'ils se sont tous rendus compte que j'étais pas junior, mais bien nouvelle. J'adore ça. Puis il a été vraiment valorisant pour eux de m'avoir choisi.
Puis là, ça a fait qu'eux autres, ils ont appelé un bureau de conférenciers à l'époque, puis ils ont dit ça serait bon que vous ayez Isabelle dans votre écurie. Puis là, ça a été le concours de circonstances qui a fait que j'ai su que ça existait pour commencer. Parce que j'ai commencé à enseigner à l'UQAM, c'était en 2006. Cette conférence-là a été à l'été 2007. Puis ensuite, j'ai été signée par un bureau en 2008. Je pense que j'avais déjà donné une 50aine de conférences, puis je pense l'année d'après, 150. Oh my God! Fait que tout s'est enligné. Ça a parti de même. Puis l'enseignante dont je te parle, celle qui m'a fait rentrer, là, elle a eu une grande influence sur moi. Parce que quand elle a su que je partais en affaires à mon compte, elle a dit quelque chose, puis peut-être que tes gens vont vouloir avoir la même petite perle de sagesse, mais elle m'a dit, accepte jamais de donner des formations ou des conférences sur quelque chose qui ne te passionne pas. Parce qu'elle dit, si tu fais ça, tu vas être tiède. Il n'y aura pas la magie, là. Puis tu ne vas pas te démarquer. Puis là, tes clients ne feront pas le développement des affaires pour toi. Mais elle dit, si tu choisis des thèmes qui te font vibrer, là, qui font c'est chaud, ça brûle, là, je pourrais lire là-dessus des semaines, des mois, des années. Elle dit, quand tu vas parler de ça, tu vas le faire avec une énergie telle que le geyser va te propulser, puis tu n'auras pas besoin de faire du marketing, de la publicité, puis tout ça. Puis j'en ai jamais fait. Puis ça fait... Bon, là, je suis pas forte en maths, mais 2024 moins 2007... Est-ce quelqu'un qui peut nous aider? Ça fait des années que tu peux... 17 ans! Bon, ça rajeunit pas, mais quand tu disais pionnière tantôt, ça fait ça, 17 ans! Dans les histoires que tu nous as partagées, là, moi, j'ai envie de te poser la question. Autant quand tu arrives à l'université sans savoir que tu allais arriver à l'université, quand on te demande d'être conférencière, puis quand tu arrives dans le bureau des conférenciers, les 3 étapes, est-ce que tu as eu à dealer avec le syndrome de l'imposteur? Je pense que j'avais plus le syndrome de l'inconscience. Tu sais, des fois, là, prête, pas prête, j'y vais. Puis je l'apprendrai en cours de route. J'étais pas... J'ai pas eu tant de syndrome de l'imposteur. Moi, je suis bouche bée, là. Moi, c'est comme... j'ai vraiment impressionné. Bien, j'avais de la misère à avoir un syndrome d'imposteur parce que je connaissais pas tellement ce qui se passait autour. J'en avais pas vu de conférence. Jamais j'avais vu de conférence. Ah, j'avais vu des trucs avec Anthony Robbins, mais c'était sur cassette. Oui. C'est le genre de cassette que... j'ai écouté moi aussi. Tu mets dans un Walkman. C'est ça. Puis il y avait beaucoup de fougue dans sa voix, là, mais je peux pas me dire que je me dis, tel collègue à moi est devenu conférencière, elle parle de ça. Elle est bonne pour ça. Là, j'aurais probablement eu le réflexe peut-être de me comparer. Puis moi, en tout cas, quand les gens me disent, Isabelle, comment je peux faire pour devenir conférencier, je me dis, fais attention, pas trop de comparer, là. Va pas voir trop de monde avant d'avoir développé ta recette. Ta voix. Parce que c'est très difficile, une fois que tu as vu quelque chose qui fonctionne, de ne pas avoir envie de le mettre en application, tu sais. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ma grande chance, là, c'était que j'ai pris les meilleurs bouts de mon cours à l'UQAM où il y avait eu l'air de le plus triper, puis que je savais dans les évaluations qu'ils me parlaient de ça comme étant les éléments dont ils s'étaient souvenus après 45 heures de cours, là, 15 semaines. Fait que ma chance, moi, c'est que je partais dans un milieu, un champ qui n'avait pas été défriché par personne, dans ma conscience. Puis là, j'arrivais en me disant, OK, ça va être ça la recette. Voici ce qu'ils ont retenu, voici ce qu'ils ont aimé. Toc, toc, toc. On fournit ça. Fait que c'est l'inconscience, moi, qui m'a fait rentrer parce qu'aujourd'hui, pas malheureusement, mais ça fait juste partie de la vie, puis c'est parfait, là. C'est mon ego doit des fois combattre dans certains contextes. Tu sais, comme toi, tu es parfaitement bilingue. En fait, j'y travaille encore, mais oui. OK, bon. I speak English. I do have a big accent. Il y a des erreurs d'accords de verbe des fois. Et j'ai été invitée, j'ai fait 2 journées d'affilée le Paris Hotel à Las Vegas. Et ça, je me comparais à toutes les autres qui parlaient dans leur langue maternelle. Que là, moi, j'étais là, puis ça m'a créé une attaque de l'ego. Merci la vie, parce que ça, c'était après que j'ai appris toutes mes affaires sur le courage, que je me sois rodée moi-même dans des situations hyper stressantes, parce que ce qui est important quand tu t'adresses à du monde, c'est changer ce que tu sens vraiment. Mais quand tu as une attaque de stress, ça paraît, là. Tu ne respires plus. tu sais, les gens commencent à parler. De respiration rapide. Oui, c'est ça, où on parle vraiment rapidement, où les gens sentent qu'on est nerveux. Oui, puis il semble que notre énergie, c'est une énergie gelée contenue par en dedans. Fait que Dieu merci, quand moi j'ai commencé à avoir le syndrome de l'imposteur, parce que là, je jouais dans des ligues que des fois, je sentais que c'était pas mes ligues, là, tu sais. Mais surtout quand ça se passe dans une autre langue. Puis l'autre chose, c'est quand c'est en France. J'ai été quelquefois à Paris, à Saumur, puis au Palais des Festivals de Cannes dernièrement. Okay. Là, j'ai comme un petit stress aussi parce que je sais même pas si ce que je dis, c'est
c'est la bonne chose parce que québécois et français, c'est pas pareil. c'est pas le même accent, moi aussi. Puis tu peux être vulgaire, hein? Tu peux Oui. dire quelque chose de très correct en québécois qui se transforme en très vulgaire en France. Là, quand je suis consciente de ça, là, je me dis, oh, tu sais, Palais des festivals de Cannes, ça m'a impressionné moi-même. Non, ça, c'est impressionnant. Là. Fait Ça, que là, j'ai mis en c'est, application mes trucs. Mais ça m'a un petit peu décontenancé parce que c'était après COVID aussi. Oui. Il y avait eu 3 ans Arrêt d'isolement, d'événements, là. d'arrêt. Puis là, c'était comme ça a commencé gros, là. Fait que c'était... Mais le c'est tout parfait. sentiment de dépassement, ça doit être incommensurable. Ouais. Ça, là, de Mais- faire une conférence en une autre langue, une langue que c'est Ouais. pas ta langue, Ah non, mais c'est là, puis d'aller en Europe, puis de dire... c'est là que la fierté s'acquiert. Hein? L'estime de soi, là, elle arrive une fois que tu as traversé quelque chose de gros. Puis de ce temps-là, tu sais, on dirait que tout le monde veut avoir de l'estime d'eux-mêmes, mais ils s'exposent à rien. T'as raison. Tu sais, fais quelque chose de gros. Tiens-toi pour toi-même, pour ta valeur, là. Fonce, puis va un petit peu plus loin que ce que tu penses que tu es capable d'aller. La petite différence avec où tu sais que tu peux aller, puis être bon, puis t'explorer un petit peu plus loin, c'est là que tu dis, OK, si jamais il arrive une situation périlleuse, je saurai gérer. Parce que telle fois, j'ai géré finalement, à ma plus grande surprise, tu sais. C'est drôle, on parle encore de courage. Moi, j'entends le mot Ouais, courage mais à c'est- travers ça. C'est ça, c'est dur de... Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Tu t'exposer de parler en public, tu sais, tu t'exposes à beaucoup de À jugements. beaucoup. Mon truc, pour pas que ça me dérange trop, c'est que je me prédispose mentalement avant de donner la présentation. Et tu fais ça comment? Oh, j'ai un petit rituel qui est bien établi, là. Moi, je veux que tu révèles les secrets ici. Là. Un secret. Ben, ceux qui me connaissent bien le savent, mais pour les autres, je me dirige soit dans une salle de bain d'handicapés cachée ou un local où il n'y a pas personne. J'écoute une musique Oui. qui touche pas juste mon cœur, mais qui touche mon âme aussi. Qui amène quelque chose, qui crée une petite ébullition dans mon cœur, là. J'écoute ça. Puis là, dans mon cahier, je marque la ville où je me situe, la date. Et là, je demande à la vie, parce que moi, je suis profondément spirituelle, mais pas du tout religieuse. Puis la manière de nommer Dieu ou la puissance supérieure, moi, j'appelle ça la vie. Fait que je demande à la vie de prendre mon ego en charge, puis de déployer toute la puissance de mon cœur et de mon âme pour eux. Puis je demande de m'inspirer les bonnes histoires que je vais raconter, parce que c'est souvent différent. Oui. Puis je le planifie pas d'avance. Il y a beaucoup d'improvisation dans mes affaires quand même si j'ai un visuel que je suis un peu... je suis obligée de tourner les slides, fait que j'ai une structure. Mais si je pouvais me départir de la structure, je l'aurais pas, juste pour pouvoir suivre où est-ce que le flow m'amène. Fait que je demande d'être inspirée. Je demande, s'il vous plaît, de mettre mon orgueil puis mon ego de côté. Je demande de me donner le bon sens de l'humour et le bon ton. Parce que je réalise que des fois, au Québec, j'arrive avec... ça va avoir l'air bizarre de dire ça, quasiment trop de confiance. Et la magie opère plus quand c'est en anglais ou quand je suis en Europe ou ailleurs. Parce que j'ai moins de confiance, je suis plus fébrile. Puis dans cette fébrilité-là, il y a comme une ouverture ou une vulnérabilité qui connecte plus que si j'arrive avec ma petite recette avec trop de confiance, que les gens se disent... Il y a une essence qui passe, c'est ça que Oui. tu es en train de dire. Puis tous les gens qui vont s'intéresser à ton podcast, qui ont envie de s'adresser à un public, puis de se relier à eux, puis de se connecter, là, je pense de même pas souhaiter avoir une trop grande confiance, de souhaiter avoir plus d'amour, plus d'affection, d'espérer pour le groupe, là, une libération de leurs petites affaires. Fait que si ton attention, pas juste consciente pendant que tu parles, mais si l'intention de ton cœur est toute sur le monde en face, plus d'amour, obligatoirement, enlève le stress. Mais t'es pas dans une arrogance, parce que moi, j'ai vu des conférenciers confiants, mais tourner un peu coquille des fois. Ah oui, j'en ai Ou vu aussi. arrogant. Ou, tu sais, au début, ça allait, t'as une confiance, tu dis, ah, il sait où il s'en va avec ses skis. Puis à un moment donné, tu te dis, yeah, right, keep talking, tu sais. Il n'y a plus la magie de la rencontre. Ça, il ne faut jamais le perdre. Puis des fois, tu sais, la tête peut t'enfler en cours de route. Oui. Des fois, par les témoignages, le quitte. Oui. Tu te dis, je lis l'affaire. À toutes les fois que j'ai été là, dans des places dans ma carrière, là, il est arrivé des drames, là. Ben, des drames. Pas des gros drames, mais tu sais, genre, le kit de son pète. Je suis là avec plus rien. Une fois, en plus, le micro lâche. Puis cette fois-là, j'avais voulu impressionner un de mes collègues conférenciers qui m'avait dit « Ah, Isabelle, il faut que je te voie. Tout le monde parle de tout le kit. » Puis moi, intérieurement, puis je le sais, là, en rétrospective,
J'avais vu ça gonfler, là. Mon ego, je me suis dit, je vais y en mettre plein la vue. Là, le kit de son ferme, le micro arrête. Là, je dis, la vie, moi, me fait très raide quand je pars à partir de mon ego. Fait que si les gens ont une petite fébrilité, ça empêche que l'ego trop confiant se déploie. Fait que ça crée la magie. Oui. Il faut juste être capable d'y aller et de le faire pareil. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Je suis très contente que tu me partages ça parce que j'amène justement les conférenciers à nous partager un moment où ça a moins bien été. Parce que quand on regarde les conférenciers ou les conférencières, on voit quand ça a bien été. C'est ça. Puis moi, ma grand-mère disait tout le temps, c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Fait que quand j'invite mes invités ici, j'aime ça qu'ils partagent la fois où ça a moins bien été. Puis tu nous en as raconté une à ton événement. Que ton étudiant te donnait du fil à retordre. Puis là, tu viens d'en partager une. Ouais. Est-ce que tu veux en partager une avec un peu plus de détails, voir la fois où ça a un peu moins bien été? Comme tu as dit, quand l'ego prend beaucoup de place, peut-être... cette fois-là, avec mon ami, là, j'étais sur la scène, puis il n'y avait plus rien qui fonctionnait, puis il y avait 400 personnes dans la salle. Je devais crier à plein poumon. Tu sais, quand tu dis perdre ton ascendance, là, perdre ton autorité naturelle. Il n'y en a plus. T'as l'air d'une vraie épaisse, là. Hey, je m'étais sentie tellement mal. Là. J'avais juste hâte que la journée finisse. Puis je vais aller me coucher toute seule en petite boule. Puis, fait que ça avait été une grosse tape sur les doigts. À l'UQAM, l'étudiant méprisant. T'as maintenu la face? J'ai maintenu. J'ai fini. J'ai livré le reste. En théorie, maintenant, en rétrospective, je ne ferais pas ça parce que je devais avoir l'air d'être une fille qui était animée de l'énergie du désespoir, là, tu sais. Puis le monde, il devait avoir plus pitié que d'autres choses. J'aurais dû arrêter. Aujourd'hui, j'aurais dit, ben là, on n'est plus dans les conditions pour continuer l'aventure pédagogique. J'ai plus de multimédia, j'ai plus rien, tu sais. Mais tu sais, à l'époque aussi, je voulais tellement que tout le monde soit content. Je voulais plaire. Je voulais le faire des coups de circuit à chaque fois. Dieu merci, j'ai lâché prise un peu là-dessus. Maintenant, je souhaite une rencontre cœur à cœur avec le monde. Ah oui, c'est ça. Quand on focus sur l'intention, quand on veut que les gens repartent avec ce qu'on est venu livrer, ça fait toute la différence. Fait que là, tu veux parler de l'étudiant? Parce que moi, ça m'avait marqué ce passage-là. C'est un étudiant. Je pourrais pas raconter toute l'aventure, mais quand, tu sais, le genre de personne que dans le groupe, 70 étudiants, il y en a 69 qui t'écoutent de même. Lui, il était de même. Tu te souviens, à un moment donné, j'essayais de regarder ailleurs, mais il flashait en caractère gras, là. J'étais pas capable de pas donner mon... Puis il m'a fait haïr d'aller enseigner dans son groupe à lui. Un seul. Puis si dans ta gang qui nous écoute, ils font des présentations, on le sait, là. C'est celui-là qu'on regarde. Même si c'est celui qu'on peut pas regarder, c'est notre focus va aller sur celui-là. Fait qu'il faut qu'on se parle. Oui. Pour regarder ailleurs. Puis quand j'avais réussi à envoyer mon focus ailleurs, il avait commencé à faire des petits sons. T'en souviens? Il faisait ça de même. Écoute, là, je ne peux pas l'entendre. Je ne vais pas me boucher les oreilles. Puis, à un moment donné, la nature de l'histoire avec lui, c'est qu'il faisait une projection sur moi. Je ressemblais beaucoup à sa mère, qui était absente, qui était chirurgienne, puis qui était jamais là pour lui, puis il était élevé par la domestique puis la nanny, là. Ses deux parents étaient très occupés dans leur travail respectif. Puis, il voulait même pas commencer à avoir une relation avec moi, tu sais. C'est ça, il y avait un mépris envers toi pour aucune raison. Oui. Puis ça arrive, ça, à toi, moi, puis ton monde ici. À des gens qui se font juger pour aucune raison. Essayons de pas trop prendre ça personnel, mais des fois, ils nous ont à l'usure, eux autres, parce qu'à l'UQAM, je l'avais pendant 15 semaines, 3 heures. Puis avec lui, j'avais été en mesure, à travers des conversations qu'on avait guidées, à travers les groupes, d'avoir découvert qu'il était vraiment tout seul, tu sais. Très riche, ses parents payaient tout, mais vraiment tout seul. Fait qu'un pipeline d'affection rentré dans son cœur à lui, là, il n'avait pas vécu ça souvent. Puis quand j'avais été attendrie à la blessure derrière sa carapace d'arrogant condescendant, là, je m'étais dit, tu sais, c'est toujours moi le prof qui enseigne la psychologie de l'influence. Moi, je vais y faire rentrer un pipeline d'affection chez eux. Puis à la fin, là, l'histoire avait vraiment bien fini parce qu'il avait commencé à non seulement m'accorder de la crédibilité, mais à avoir de l'estime puis de l'affection pour moi, puis il levait la main, puis il participait.
Puis il avait même choisi son travail sur la base du cours que j'enseignais en consultation en gestion de conflits en milieu de travail. Quand tu racontais ça en conférence, là, moi, je veux juste te dire que j'imaginais le faisceau de lumière, d'amour que tu envoyais envers lui, puis voir sa transformation. Tu l'imaginais dans ta tête? Oui, hein? parce que tu le décrivais tellement de façon puissante que nous, l'audience, on n'avait pas d'autre choix que d'imaginer ce faisceau de lumière rempli d'amour. Là. Je pense que c'est ça qui a fait aussi, qui a fait son taux de 360, puis qui est redevenu ici ouvert à toi après. Ah oui. Non, puis écoute, t'as vu comment j'étais émue quand je racontais l'histoire? Oui. Ça fait partie de mes beaux succès de ma vie, ça. Plus que 2000 personnes à Cannes. Là. Ça, c'était une autre nature parce que c'est dur de ressentir de l'affection pour quelqu'un qui te regarde avec condescendance, mais tu sais, c'est le beau test ultime. Quand tu veux être le leader du groupe que tu leads, quand c'est toi qui as le chapeau du leader, ces gens-là sont les meilleurs profs envoyés par la vie pour que tu testes tes muscles. Parce qu'après, quand tu as une salle qui est, mettons, neutre, mettons qu'ils ne sont pas contents là, parce que c'est imposé par la direction, puis ils n'auraient pas demandé à participer à ces conférences-là, parce que moi, c'est juste ça que j'ai comme clientèle. Oui, c'est vrai. J'ai des clientèles qui voient ça comme un cadeau, sont contents. Mais j'ai d'autres clientèles qui sont là, pas encore une maudite conférence pour se motiver. Parce que moi, je ne suis pas motivatrice. Là. Zéro, c'est pas ça. Moi, je donne des stratégies, puis c'est la psychologie de la performance, tu sais. Fait que des fois, ils arrivent, les bras fermés, un peu à côté par en arrière, puis tout leur corps dit « Ça m'intéresse pas. Je te préférerais être ailleurs. » Puis moi, il faut que j'aille les chercher, ces gens-là. Fait que c'est sûr que des gens comme mon Philippe, qui a été une épreuve plus grande qu'eux autres, parce que les autres sont pas condescendants, là, déjà, là, sont neutres ou indifférents. Puis là, il faut comme créer le lien. Fait que c'est sûr que moi, propulser cette... tu sais, voter pour eux autres, là, voter pour que eux autres, là, ils partent en étant plus libres. Plus d'accès vers une joie pour aucune raison valable. Là. Juste joyeux, là. T'sais, on est capable d'avoir un petit spring pour aucune raison valable. Là. Ou avoir envie de cette bienveillance-là qui fait du bien puis qui manque. Est-ce que tu es d'accord pour dire aussi qu'on vient apprendre ce qu'on est venu enseigner? Parce que toi, t'enseignais ça, mais là, il fallait que tu l'apprennes aussi. Ça, c'est tellement bon. Répète ça. On est venu apprendre ce qu'on doit enseigner. On est venu enseigner ce qu'on doit apprendre. C'est ça. C'est un loup. Les deux, c'est tellement bon, ça, là. C'est exactement ça. Parce que moi, tu sais, le courage, l'intégrité, là, la capacité de dire les vraies choses, là. Moi, je ne l'avais pas avant. Maintenant, là, c'est drôle parce que j'ai eu une assistante à un moment donné, elle dit, moi, je peux pas imaginer, Isabelle, qu'à un moment donné, tu n'étais pas capable de dire les vraies affaires. Mais moi, mes parents, faut pas faire de la peine à quelqu'un. Tu peux les faire choquer, c'est pas grave. Mais faut pas que tu fasses de la peine à quelqu'un. Fait que moi, des fois, quand j'avais à l'époque, je faisais du coaching individuel, il fallait que j'annonce des nouvelles. Si la personne pleurait, je reculais. Fait que, tu sais, moi, j'étais bonne pour flatter dans le sens du poil, être gentille, être encourageante. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ça me prenait l'intégrité des vraies affaires. Puis ça vient avec le courage, là. C'est une des composantes du courage. Parce que le courage, c'est la vertu de l'intégrité, la persévérance, la bravoure, tu sais, puis la capacité de te lancer avec une joie où tu t'en fous un peu de ce que les gens pensent de toi. Tu crois dans ton message, ton intention est noble, mais tu fais face un petit peu à faire rire de toi, puis c'est correct. Tu prends pas ça trop personnel. Mais l'intégrité de dire les choses dures, là, moi, je l'ai pratiqué, mais j'ai écrit un livre là-dessus, un bootcamp là-dessus. Puis la personne qui m'avait dit ça, elle a dit, j'ai de la misère à t'imaginer, toi, une journée où tu n'étais pas capable de dire les vraies affaires. Mais même encore aujourd'hui, c'est dur des fois de dire les vraies affaires. Mais je l'ai tellement pratiqué que la neuroplasticité a installé un circuit neurologique où, tu sais, dans ma conférence, je parle du Y neurologique. Là, tu prends à gauche ou à droite. Mais à toutes les fois que je prends à gauche puis j'évite, ce qui est difficile, je le sais, là. Tu fais un rappel à toi-même? Je l'ai tellement enseigné, comme tu dis, que moi, je l'ai probablement enseigné parce que je voulais le maîtriser. Mais pour vrai, ça prend énormément de courage de dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens choisissent la facilité. Les gens préfèrent détourner que de dire la vérité ou de dire ce qui devrait être dit. Ouais. Dans un contexte où on dirait qu'il y a comme un carnaval des gens vexés qui s'offusquent de tout, qui ne peut plus rien dire, qui interprètent la petite affaire à gauche. Tu dis, coudonc, c'est quoi? C'est l'éloge de la victimisation de tout le monde. Là. On a l'épiderme fragile. Là. Une parole va nous tuer. C'est vrai. Tu sais, quand t'aimes le monde, là, vraiment, là, tu sais, il n'y a pas tant à avoir des polices, des mots à gauche ou à droite. Quand t'aimes le monde, t'aimes le monde. Là. Et tu fais attention au monde. Oui.
Dis-moi, toi, tu fais beaucoup de conférences. Est-ce que toi, tu écoutes des conférences? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce que en anglais, en français, en espagnol? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent par rapport à... Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. J'aime beaucoup les conférences de contenu là, qui vont creux, les conférences, j'appelle de substance. OK. Tu sais, si on prend justement dans le domaine du courage puis de l'authenticité, tu connais Brené Brown? Oui, il y a plusieurs personnes qui nous parlent de Brené Brown dans le podcast. J'ai réécouté dernièrement avec ma fille sur Netflix Vulnérabilité? The Call to Courage, Ouais. l'appel au courage. Elle est bonne, elle est brillante, elle est incisive, tu sais, elle rentre... C'est intéressant. Il y a beaucoup de substances. Ce qui m'attire moins, c'est les conférences de motivation, le go, 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 vois le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Moi, s'il n'y a pas une intelligence ou quelque chose en arrière que je découvre puis que j'ai envie d'écrire, ça m'intéresse moins. Donc, avec les conférences avec du contenu. Ouais, mettons comme Brené Brown, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Gabor Maté, qui parle du trauma. C'est un médecin à Vancouver excessivement intéressant. Dernièrement, j'ai fait un petit post où j'ai écouté un autre documentaire sur Netflix conseillé par une amie à moi qui est psychologue. C'est Stutz, S-T-U-T-Z. C'est un psychologue qui présente des outils à un de ses clients qui est comédien. Tu sais, il est dans le coin de Los Angeles. Oui, puis lui, la manière dont le documentaire était amené, là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai acheté ces 2 livres, je les ai lus en 2 jours. Donc, ça, quand t'aimes profondément, passionnément. Ouais. Puis s'il y a comme une découverte ou un recadrage ou comme ce que tu viens de dire, je dis, redis-le ça. Ça, si ça strike, ça, j'aime ça. Puis là, je vais tout creuser de ce que la personne a proposé là-dedans. J'avais beaucoup aimé à l'époque, j'avais fait en 2006-2007, j'avais fait les trucs d'Anthony Robbins. Oui. Dont j'ai trouvé que le charisme était... my God, l'intensité puis le charisme. Lui c'est absolument fascinant, là, comment il arrive à maintenir l'attention, lui aussi, de milliers de personnes. Ouais. Lui, il remplissait des stades, là, et là, il a arrêté à cause des événements, mais sinon... Mais il était impressionnant dans le maintien de son niveau d'énergie à lui. Oui. Tu sais, c'était des non-stop, là, des 12 heures non-stop, 3 jours d'affilée. Oui, lui aussi, il faisait des longues performances. Puis un énorme engagement émotionnel, il aimait le monde. Puis je découvrais plein de trucs avec lui. C'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup m'alimenter. Mais je vais souvent faire des formations qui vont durer... je me suis inscrite à un autre cours, là, c'est 6 rencontres de 2h30. Puis là, moi, je vais identifier 3-4 petites pépites que je vais pouvoir amener en conférence en volet 90 minutes ou 3 heures. Mais tu vois, toi, t'écoutes avec l'idée de repartager. C'est pas la même écoute que les gens qui écoutent sans faire attention. Toi, t'écoutes avec l'idée de repartager l'enseignement. Exactement. J'adore ça. C'est exactement ça. C'est fou parce que pendant COVID, j'ai dû faire l'équivalent d'un doctorat autodidacte. Puis, quand je faisais mes choses, je fais tout le temps de la recherche d'images pour voir comment je présenterais ce concept-là à un groupe. Fait que moi, là, j'ai à peu près ça d'épais d'idées, de trucs à faire avec une gang, là. Là, j'ai juste pas encore découvert la manière pour être capable d'aller creux puis longtemps avec le groupe, mais t'as raison, je lis à peu près jamais pour moi-même tout seul. Ça a paru dans ta journée, là. Ah ouais? Tous les enseignements que tu as partagés, là, c'est comme on voyait vraiment ton envie profonde de nous laisser partir avec un enseignement. C'était vraiment puissant. Merci de me dire ça. C'est vrai. Mais je le pense sincèrement. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue quand tu étais plus jeune, soit de ta grand-mère, de tes parents, une histoire que tu as entendue quand tu étais petite et qui t'affecte encore aujourd'hui, qui a encore un impact dans ta vie? Ça peut être vraiment dans tous les sens, là, personnel, professionnel. Une mini-histoire qui, tu dis, quand j'ai entendu ça, aujourd'hui, ça a encore un impact dans ma vie. C'est drôle parce que je pense à une histoire que mon père C'était pas une histoire, c'était une interprétation d'un événement qui a provoqué une catharsis avec un de mes étudiants à l'UQAM. C'est drôle, intriguant, hein? Là. Raconte. Mon cours en gestion de conflit à l'UQAM, mes étudiants devaient analyser un important conflit de leur vie et trouver des solutions alors que leurs émotions sont en ébullition. Parce qu'habituellement, on est très bon pour les conflits des autres. Oui. Parce qu'on est froid. Mais on est bon pour les autres. Oui. Nous-mêmes, t'es en déficit cognitif, tu comprends plus rien. L'autre, c'est le méchant, toi, t'es le gentil qui a tout bien essayé, tu sais. Fait que j'avais une jeune demoiselle italienne qui venait me voir. Elle me dit, Isabelle, j'accepte d'analyser la relation conflictuelle que j'ai avec mon père. Mais sache que ça fait 5 ans que je lui ai pas parlé et c'est très bien ainsi. Elle dit, si j'accepte de faire l'analyse de la relation conflictuelle avec mon père, promets-moi que je n'aurai pas à mettre en application aucune des solutions. Bravo! Là, elle dit, si c'est ça, j'accepte de le faire.
Puis elle me serre la main. On close un deal. Je dis, moi, je travaille pas pour la police, Joanie, là. Montre-moi que tu es capable de comprendre ça. Puis écris-moi des solutions que tu pourrais te proposer. Mais tu n'auras pas besoin de les faire, là. Tu vas passer mon code, tu auras tes crédits. C'est cocasse, hein, parce que j'ai raconté l'histoire que mon père m'avait racontée à ce groupe-là. J'ai dit, quand j'étais petite, il y a un berger allemand qui s'est fait frapper dans la rue chez nous, puis je l'aimais beaucoup, ce chien-là. Ah. Puis il gisait au sol dans le sang, puis je suis partie en courant vers le chien. Puis là, mon père m'a arrêté, il dit, il dit, va pas là. Un animal qui saigne, qui est blessé, peut devenir agressif et te surprendre et te mordre. Ah. Fait que moi, je dis à mes étudiants, j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai dit, qui est d'accord avec ce que mon père disait? Puis là, ils ont tous dit, ben oui. Oh, Tu sais, un animal blessé, il peut réagir de toutes les manières possibles, puis être violent, même s'il l'a jamais été avant. Fait que moi, je raconte cette histoire-là. Ben, la Joanie en question, elle se lève, elle part en courant, elle s'en va pleurer dans la salle de bain. Ah. Là, je donne une petite activité au groupe, je m'en vais voir ma petite Italienne dans la salle de bain. Puis elle me raconte qu'il y a 5 ans, son père et sa mère s'étaient séparés parce que sa mère était partie avec un autre homme. C'est elle qui faisait les gros salaires. Fait que son papa s'est retrouvé dans un sous-sol humide, à moitié éclairé, avec ses enfants une fin de semaine sur 2. Mais c'était le papa qui avait été là pour ses enfants tout le temps. Oh my God. Fait que la maman, en ayant de l'argent à la grosse maison, puis le kid, elle est partie avec les enfants, puis le papa s'est retrouvé avec rien. Fait qu'elle dit, quand je visitais mon père disait que ma mère, c'était une chienne, que ma mère, c'était une salope, tout ça. Puis elle dit, quand mon père était méchant de même vis-à-vis ma mère, elle dit, j'ai compris pourquoi ma mère l'a laissé. Puis elle dit, là, je vais prendre un petit respect parce que cette histoire-là m'a touchée tellement, parce que ça fait partie de mes beaux succès aussi, je sais que bien ça. Elle dit, j'ai compris pourquoi ma mère l'avait laissé. Elle dit, j'ai arrêté d'aller le voir, puis j'ai convaincu mon petit frère puis ma petite sœur de plus jamais aller le voir non plus. Elle dit, Isabelle, puis là, je te jure, quel petit moment d'émotion imprévu ici. À la fin, je lis son analyse. Elle dit, je sais pas si un jour mon père va me pardonner ma cruauté, parce qu'elle dit, au moment de sa vie où il y a un train qui était passé dessus, mon père était déchiqueté. Elle dit, il était violent à l'endroit de ma mère, de ce qu'il disait d'elle. Mais elle dit, il saignait comme un animal dans la rue. Puis elle dit, moi, au lieu de prendre soin de lui, puis de son cœur d'homme tout seul, elle dit, j'ai retiré mon amour, puis j'ai volé l'amour de mon frère et ma sœur. Et quand moi, je lisais ça, je m'en souviens, j'étais où? J'étais sur mon balcon, dehors, au soleil, puis je pleurais, là. C'est très, très émouvant. Puis, elle est venue à dernier cours, elle vient me voir, elle me remet son examen. Elle dit, ton cours a été pour moi plus une thérapie qu'un 3 crédits. Puis elle dit, je veux juste que tu le saches, Isabelle, parce que je sais que ça va te faire plaisir. Elle dit, j'ai invité mon père à souper chez moi à Noël avec mon frère et ma sœur pour demander pardon. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il disait ton père? Elle dit, j'ai eu de la misère à entendre sa réponse. Elle dit, il pleurait trop au téléphone. Oh my God, peux-tu imaginer l'impact et l'histoire que mon père m'avait racontée avec le berger allemand? Je m'en étais servi. Puis elle avait pris le chapeau, elle l'avait mis sur elle en se disant, c'est ça, mon père a été agressif parce qu'il était blessé. Mais tu sais, on le sait, ces choses-là. Mais ça lui faisait de la peine que son père dise ça de sa mère. Elle le prenait personnel. Mais cet homme-là a toujours bien retrouvé ses 3 enfants à cause d'une métaphore que mon père m'a racontée quand j'étais petite. À vous, hein? Quelle histoire émouvante. Ouais, non, c'était touchante. beau. Merci, Ça fait partie des merci succès. pour ce partage-là. Là. C'est vraiment puissant. Là. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment très, très touchant. Merci pour ce Mais partage-là. mes étudiants qui s'en allaient comme être consultants, je leur disais, fais-toi un inventaire des histoires qui t'ont touché. Des belles histoires d'espoir. Fais-toi un inventaire qui existe à côté parce que tu sauras jamais, tu peux pas faire la morale à quelqu'un ni lui faire une prescription morale. Les gens résistent à ça. Oui. Mais tu peux raconter une histoire dont ils ne peuvent pas se défendre parce que tu ne leur as pas adressé à eux. Tu as raconté une histoire. Fait que l'approche narrative, c'est que ça contourne la défense de la personne. Mais si la personne est prête à être touchée par l'histoire, ça dépose l'histoire dans son âme un peu. Puis là, ils se sentent interpellés. C'est différent que quand on se la fait imposer. Ouais. C'est pas la même Non. chose. C'est tellement Répertoire plus d'histoire, puissant. d'espoir. Il y a plusieurs dirigeants qui écoutent le podcast. Et pour les dirigeants qui écoutent le podcast, pourquoi on invite Isabelle Fontaine? Oh! Ben, pour des outils qui vont rester ensuite entre leurs murs une fois que le conférencier va être parti. Tu sais, je transmets beaucoup d'énergie quand je suis là. Oui. Mais les outils vivent entre eux après parce qu'ils sont concrets. Je veux séduire un peu le cortex en expliquant le pourquoi du comment. Comment c'est un levier qui est activable et accessible. Puis après, si on ressent l'émotion, ben on ressent un petit peu la petite morale qui reste. Puis je vais expliquer aux gens que personne est contre la vertu. Là. Tout le monde se lève
avec l'intention d'être une bonne personne, un bon joueur d'équipe, mais en même temps, il y en a qui ne réalisent pas parce qu'ils ne se font... Ils ne se le font pas dire par un feedback courageux. Mais il y a des gens, c'est rare, qui vont se lever en disant « Moi, là, je vais être un éteignoir, un draineur d'énergie. Je veux me plaindre toute la journée. Je veux écœurer mes collègues avec tout ce qui va mal. » Personne ne se lève avec cette intention-là, mais il y en a qui le font. Puis ils se le font pas dire, avec amour. Fait que, tu sais, moi, je vais passer les messages avec amour. Oui. Dans des contextes où, après, la culture, l'ambiance, l'atmosphère est aseptisée de ces gros bobos-là, mais ils ont surtout des outils pour sortir d'une panne. Parce que pour voir le verre à moitié plein, comme certains disent, là, tu sais, quand tu es en train de faire de l'anxiété, tu es sur le bord d'un burn-out, quand ça va pas bien à la maison, comment tu fais pour le voir? Fait que mon intention est sur le comment, puis le comment amène des outils puis des accès. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Tu as changé des mindsets et tu as changé aussi des dynamiques dans des entreprises. Il y a des témoignages qui sont sur ton site, mais aussi que tu nous as partagé, là, que c'est vraiment... Tu as changé des dynamiques de groupe. Quand les gens voient les choses avec une nouvelle perspective, quand toi, tu mets ça en lumière, c'est le jour et la nuit. T'as vu que c'est simple, hein? C'est pas toujours facile, mais c'est extra simple. La phrase magique, là, c'est pas toujours facile, mais c'est extra simple. Comme les régimes. C'est-tu assez simple? Tu coupes tout ce qui est bon. C'est simple. Mais c'est difficile, je sais, pour avoir combattu toute ma vie et encore. Pour ceux qui écoutent le podcast puis qui aspirent à être conférenciers, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Trouver un sujet où ça fait c'est chaud, ça brûle. Puis tu pourrais pas te tanner, tu pourrais pas être fatigué de lire là-dessus, de tout suivre les podcasts là-dessus. Puis, à un moment donné, je pense que quand tu tripes vraiment, tes yeux lancent des étoiles. Mais je pense que c'est ceux qui perdurent dans le temps. Tu sais, les conférenciers qui perdurent dans le temps, c'est parce qu'ils sont animés par leur sujet. Ceux qui ont lu un livre puis qui font une conférence sur le livre qu'ils ont lu, ça ne perdure pas habituellement. Oui, puis ceux qui ont, mettons, 80 conférences différentes, je me dis, tu tripes sur 80 affaires différentes. Moi, c'est tout le temps le même thème. Comment optimiser un humain? Un humain qui est en panne, comment tu sors d'une panne? Comment l'optimiser? Comment donner plus de sens? C'est tout le temps les mêmes thèmes, mais ça va prendre différents noms. Tu sais, comment recharger les batteries? Comment donner plus de sens? Comment être inspiré, pas inspirant? C'est toujours le même thème, mais on l'attaque de différents angles pour être en mesure de présenter différents types d'outils. Mais s'ils trouvent « Oh, boy, c'est chaud, ça brûle. » là. Tu sais, il y a du monde là, qui ont des podcasts sur la pêche. Bon, moi, je comprends pas pourquoi ça peut intéresser quelqu'un. Mais il y en a des tripeux là-dessus. Ils en parlent, puis il y en a un, à un moment donné, là, il parlait, là, il tripait tellement que j'ai commencé à trouver ça intéressant. Je me disais « Ben voyons donc, triper de même. » Tu sais, c'est interpellant. Fait que tu peux pas faker un intérêt. Ah, voilà. Tu peux pas le feindre, il faut qu'il soit là. Mais une fois, je m'en allais faire une formation en Californie, puis j'ai une voisine qui me dit « Pauvre toi, Isabelle, elle dit, tu sais, ta carrière est bien partie, tu vas encore te former. » Et moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas son intervention. Moi, pour moi, c'est un privilège de la vie. Ben là. oui, on aime ça. Aller me former en Californie, j'étais de même. J'aime mieux ça qu'aller dans le sud, dans un 5 étoiles. Oh my God. Bien plus, parce que moi... c'est nourrissant. Oui. Puis moi, quand mon cerveau fait « Oh, ça, là, j'aime assez ça, là. Oh my God, j'avais pas vu ça de même. Oh my God. » Là, ça, je trippe au bout. Mais elle avait pitié de moi que j'aille me former en Californie. Mais c'est parce qu'elle ne sait pas comment je trippe sur mon sujet, là. C'est ça, moi aussi, là. Ça m'anime de toujours en apprendre plus. Mais je n'irais pas faire une formation sur la pêche. Non. J'adore. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. On s'est adressé aussi à des aspirants conférenciers. Maintenant, si je demande à Isabelle de s'adresser à Isabelle quand elle avait 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Quand j'avais 20 ans. En lien avec ce que la vie t'a apporté ou ce que la vie t'amène, qu'est-ce que tu te dirais? Moi, je me dirais de pas trop me prendre au sérieux puis de slacker la pression. Moi, puis que, tu sais, quand c'est dû pour arriver, là, t'auras beau là, faire des sparages à gauche puis à droite, ça va arriver. Je me dirais ça. Tu sais, si tu fais les bonnes choses, si tu travailles bien, mais toute la pression de performance, là, de vouloir forcer le destin, moi, j'aurais jamais pu forcer cette carrière-là. J'ai juste, par exemple, quand ça disait « Faites-vous des conférences? » Oui, je le fais. « Acceptez-vous la charge de cours? » Oui, je le fais. Puis je rajouterais qu'ils se disent « Prête, pas prête, j'y vais. » Parce que ces affaires-là, tu l'apprends en le faisant. Puis qu'ils prennent toutes sortes d'occasions pour parler. Moi, je parlais de ça à mes amis. Je rencontre un autre groupe d'amis, j'étais là « il faut que je te parle du dernier livre que j'ai lu, c'est trop hallucinant. » Puis là, des fois, là, tu te ramasses au foyer avec telle personne, son 4 petits vieux, là, tu leur parles de ça. À force d'en parler, tu développes une fluidité pour en parler, mais qui saute sur toutes les occasions. Puis ce que j'aime pas,
ce que je trouve plate dans la perspective des nouveaux conférenciers, c'est qu'ils veulent que ça soit payant vite. Hey, j'en ai fait, moi, des gratuites, t'as pas idée. Juste enseigner à l'UQAM, c'était pas payant là, quand que j'avais ma première charge de cours, là, mais j'avais 45 heures de rodage. Qui a 45 heures de rodage parce que t'es stressé quand t'es payé? T'es encore plus stressé quand t'es payé cher. Je sais parce que moi, des fois, j'ai eu des cachets que j'aurais jamais pensé avoir. Mais là, la performance, tu sais... Le niveau de stress est encore tu plus veux livrer élevé. à la hauteur du chèque, là? Fait que ça augmente. Fait que les jeunes conférenciers, ils commencent, puis ils ont eu probablement une couple de podcasts sur comment charger plus, comment augmenter la perception de la valeur. Puis je me dis, que tu passes à côté de beaucoup d'occasions de te tester. C'est ce que je dis aussi, c'est quand on a à cœur ce avec quoi notre audience va partir, bien, c'est pas important, le cachet ou le gratuit. Plus on va partager les messages, plus ça va être puissant. Puis le marché va récompenser l'impact. Ah, voilà. Si l'impact est là, le marché récompense ça. Mais si tu y vas tout de suite pour les cachets, ça crée un élément vorace qui est désagréable dans le contact. Moi, là, qui profite de toutes les tribunes puis qui se disent « prêt, pas prêt, j'y vais ». Quel conseil important, puissant. Je trouve ça spectaculaire que tu nous partages ça comme ça. Moi et toi, on parlerait des heures et des heures. Là, moi, je suis fascinée par toi. Là. Je pense qu'on comprend dans le podcast que j'ai une admiration vraiment profonde pour toi. Mon Dieu, merci! J'aime terminer les entrevues avec quelque chose qui surprendrait l'auditoire, quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre à propos de Isabelle Fontaine. Bien, toute la... Tu sais, j'ai l'air bien confiante. Puis, tu sais, je me remets en question souvent. Il y a comme plus une petite insécurité puis vulnérabilité de fond que je traverse puis avec laquelle je danse. Puis les gens seraient peut-être surpris de voir que je doute plus, avec plus d'hésitation que je peux donner l'impression parce que j'ai l'air convaincue quand je parle. Tu as l'air convaincue, à l'aise. Oui, mais il y a comme un petit double check à l'intérieur qui est là, qui apparaît plus souvent que le monde pense. Puis que les gens qui s'approchent de moi, des fois, ils vont dire « Ah, hey, toi, tu te donnes un feeling Wonder Woman que tu gères. Hein? » Ben, pas tant que ça. Mais tantôt, je veux juste revenir rapidement. Tu parlais que en conférence, souvent, tu te laisses aller avec le flow. Mais je pense que le fait que tu te laisses aller avec le flow, ça vient aussi du fait que tu as beaucoup d'expérience puis que tu connais profondément ton sujet. Au début, j'aurais pas été game de faire ça. Je me faisais pas confiance. Je le faisais, par exemple, quand c'était pas payant. Quand j'avais pas de cachet. Ah! Tu y allais? Ben oui, parce que j'ai rien à perdre. Là. J'arrive là en cadeau pour eux autres. Là. S'ils sont là, ils veulent être là. Là, j'improvisais avec le flow. Puis la magie opérait plus que quand je me forçais pour mériter le cachet. Tu comprends-tu la nuance? Ah oui, tellement. Là. Fait que ça fonctionnait. Puis des fois, là, je popais une idée. Puis des fois, ça arrive avec mes chums de filles. Là, j'étais dernièrement dans un week-end où il y a 2 de mes amis qui ont appris qu'ils avaient le cancer. Là. Oh. Puis il y en a une autre qui a des grosses difficultés personnelles. Puis je dis à quel point que notre inconscient peut nous aider à guérir, tu sais. Puis à quel point, tu sais, fais-toi des petites auto-hypnoses ou dis-toi des choses, tu sais. Moi, quand j'avais ma formation de neuroamincissement, je leur disais, je me faisais une cassette, là, avec mon dictaphone puis une petite musique à côté, puis je disais, tout ce que je mange se transforme en beauté et en santé. Oh! Puis là, je le répétais, puis même là, quand je m'apprête à prendre une bouchée de poutine, je me dis, tout ce que je mange se transforme en beauté et en santé. Fait que je dis à mes amis de faire ça, mais je n'étais pas en train de leur donner une conférence, là. Mais après, là, ils étaient partis puis ils prenaient des notes sur leur téléphone. Parce que pour la santé, ton corps peut t'aider, ton inconscient peut t'aider, mais c'est sûr que tu as peur, là. Quand tu es en chimiothérapie puis tu perds tes cheveux puis t'es coquette, t'aimes pas ça, là. Mais si pendant la nuit, ça tourne avec une petite musique douce, là, de dire je demande à la vie de veiller sur moi, de faire en sorte que tout se passe bien, que j'apprenne la leçon que j'ai à apprendre dans cette petite période-là d'arrêt. Puis je dis, tu sais, demande l'aide de quelque chose de plus grand que toi. Tu sais, moi, la vie, puis j'ai même, quand j'arrive sur scène, j'arrive puis j'ai comme une petite armée spirituelle derrière moi. Je me sens armée. Des gens que j'ai aimés, qui m'aiment, qui m'ont aimé. J'arrive pas toute seule, là, non plus. Ça me donne de la force, là. J'aime ça que tu partages ça. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je manie de points en commun. guides. Ben, c'est ça. Spirituel et prospère, ça fait aussi partie de ça. Ça fait partie de... Moi, je dis, il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan. Oui. Moi, je peux avoir travaillé avec mes mains, mais il y a quelque chose qui a soulevé ce qu'on fait, ce qu'on crée. Oui, qui reste pas tout seul là-dedans. On peut unlocker quelque chose de vraiment spécial si tu te recueilles puis tu fais la demande. Ça a été un réel privilège de te recevoir en entrevue. Là. J'étais tellement contente quand tu avais accepté.
J'ai manqué de mots. Je suis même venue te voir pour te le dire. Là. Je suis incroyablement reconnaissante du partage puis tous les enseignements que tu nous as laissés ici dans ce podcast-là. Merci. Ben, c'était un plaisir pour moi. Très grand plaisir. Merci. Ça fait À plaisir. presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!